T'es trop fatigué, ta maladie. Vous là, c'est officiel, afin d'abommer la terre. Abomey l'éléphant nous a quittés à l'âge de 33 ans, suite d'un malaise, laissant derrière lui sa femme, ses enfants. Quand je vous dis que Abomey avait trop encaissé, vous croyez que c'est la blague? Avant même que je ne commence à parler, regardez d'abord ça. Moi, j'ai été empoisonné. Donc, il fallait que je fasse énormément de sport. La semaine commence à peine. Et déjà un deuil. Abomey l'éléphant nous a quittés. 33 ans. Comme Arafat, pourquoi cet âge maudit fauche-t-il nos artistes? La cause réelle de sa mort vous attend. Imaginez un homme seul. Pas de sponsor, pas de maison de disques, pas de manager. Juste un micro, une guitare et une foi inébranlable. Abomey l'éléphant chantait sa propre mort sans le savoir. La trompette, la résurrection, ceux qui le boycottaient et qui viendraient pleurer après. Mais avant d'aller plus loin, arrêtons-nous sur ce chiffre, 33 ans. Ce n'est pas un hasard anodin, ce n'est pas un simple nombre sur un acte de décès. En Côte d'Ivoire, ce chiffre est devenu une malédiction silencieuse qui frappe nos artistes les uns après les autres. Didier Arafat, le boulanger national, parti à 33 ans. Et aujourd'hui, Abomey l'éléphant, à son tour, rejoint cette liste tragique à ce même âge maudit. Pourquoi 33 ans? Certains parlent de coïncidence. D'autres murmurent que c'est l'âge du Christ, l'âge du sacrifice, l'âge où les grands esprits sont rappelés. Mais au-delà du mysticisme, une question reste entière. De quoi Abomey est-il vraiment mort? Et c'est là que l'histoire devient plus complexe qu'elle n'y paraît. Depuis quelques mois, l'artiste avait commencé à apparaître différemment en public. Ses yeux avaient changé, une couleur inhabituelle, un gonflement visible, une apparence qui ne trompait pas ceux qui l'observaient de près. Et comme toujours, les réseaux sociaux ivoiriens n'ont pas tardé à s'emballer. Les commentaires ont fusé de partout. Il se drogue, c'est la drogue qui lui ronge les yeux. Regardez son visage, regardez ses yeux. La machine à rumeurs s'était emballée, impitoyable, sans procès, sans preuve, sans compassion. Abomey l'éléphant, lui, continuait de se battre, seul, comme toujours. Car il faut comprendre qui était vraiment cet homme. Pas une star entourée d'une équipe de communication. Pas un artiste protégé par un label puissant. Abomey l'éléphant, c'était un orphelin de la musique ivoirienne. Un homme qui se levait chaque matin sans partenariat, sans sponsor, sans le filet de sécurité que d'autres artistes ont la chance d'avoir. Quand il souffrait seul. Quand il créait seul. Quand il se défendait contre les attaques, il le faisait seul, face à des milliers de personnes connectées, armées de leur téléphone et de leur jugement. Et pourtant, cet homme chantait. Il chantait avec une conviction rare. Écoutez ses paroles. Ceux qui me détestent seront forcés de m'aimer. Les pasteurs diront que Dieu leur avait parlé de moi. Des mots qui, aujourd'hui, résonnent comme une prophétie. Comme si, quelque part au fond de lui, Abomey savait. Comme si son âme avait déjà pressenti ce qui allait arriver. La trompette qu'il chantait dans ses morceaux a fini par sonner pour lui. Mais revenons à ses yeux, parce que c'est là que se trouve une partie de la vérité. Un médecin a pris la parole publiquement, et ce médecin a dit ce qu'aucun internaute n'avait voulu entendre. Abomey l'éléphant souffrait d'une kératoconjonctivité limbique supérieure, une maladie oculaire contractée dans l'enfance, liée à un terrain allergique. Une pathologie qui provoque exactement ce que tout le monde avait vu. Cette coloration marronnée des yeux, ce gonflement, cette apparence troublante. Pas la drogue, pas l'alcool. Une maladie. Une vraie maladie, silencieuse, douloureuse, que l'artiste traînait depuis son enfance et qui l'accompagnait chaque jour de sa vie. Le médecin a été formel. Ce sont des cicatrices, ça ne partira pas. Vous êtes comme ça depuis tout petit. Ceux qui vous connaissent le savent. Et Abomey, dans ce live, avait répondu avec une dignité désarmante. Il voulait que la population soit rassurée. Il voulait que les commentaires s'arrêtent. Il voulait juste qu'on le laisse être malade en paix, sans qu'on y ajoute la honte et le mensonge. Mais la question qui brûle toutes les lèvres ce soir reste sans réponse officielle. Si ce n'était pas la drogue, alors qu'est-ce qui a emporté Abomey l'éléphant? La maladie oculaire seule n'explique pas tout. Quelque chose d'autre rongeait cet homme, un combat intérieur, un corps fragilisé,
une solitude pesante dans un milieu qui ne lui avait jamais vraiment tendu la main. 33 ans, un micro, une guitare et une trompette qui a fini par sonner. Derrière le deuil d'Abomey l'éléphant, une autre affaire surgit des ténèbres, une affaire que certains avaient tenté d'enterrer, une affaire qui porte un prénom, Olivia. Et ce soir, sa famille brise le silence. 1er avril 2023. Le mois de Ramadan bat son plein à Abidjan. Dans une ville qui prie, une jeune femme prend son téléphone et envoie un message à son petit ami. Un message simple, une localisation. Au cas où tu n'as plus de mes nouvelles, ces mots-là, on ne les écrit pas par hasard. Ces mots-là, on les écrit quand quelque chose au fond de soi murmure que le danger est proche, quand l'instinct parle plus fort que la raison. Olivia avait peur. Olivia le sentait peut-être, et pourtant, elle y est allée. Elle se rendait dans une clinique privée. Une de ces petites structures discrètes qui fleurissent dans les quartiers d'Abidjan, loin des grands hôpitaux, loin des regards officiels, loin de tout contrôle sérieux. Elle y allait, pour une séance esthétique, une procédure banale pour des milliers de femmes ivoiriennes chaque année. Elle avait même confié à son petit ami qu'elle allait se faire anesthésier. « Je te rappelle quand je me réveille », lui avait-elle dit, des mots qui, aujourd'hui, glacent le sang de tous ceux qui les lisent. À 13h, elle entre dans cet endroit. Son petit ami tente un appel vidéo pour s'assurer qu'elle est bien arrivée, qu'elle est en sécurité, que tout va bien. Elle ne décroche pas. Elle lui envoie juste un message rapide. « Je vais me faire anesthésier. Je te rappelle après. » Il attend. 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h. Le téléphone d'Olivia ne répond plus. Éteint, coupé, silence total. Son petit ami, rongé par l'inquiétude, se rend à la localisation qu'elle lui avait envoyée. Il cherche dans les rues de Yopougon. Il ne trouve pas la maison exacte. Il rentre chez lui, le cœur serré, en espérant qu'elle va rappeler dans la nuit. Elle ne rappellera jamais. Dimanche, lundi, mardi, 3 jours de silence. 3 jours d'angoisse pour sa famille, pour son petit ami, pour tous ceux qui l'aimaient. Et puis le mardi, la nouvelle tombe comme un coup péré. On a retrouvé le corps d'une jeune femme à Yopougon Aïto. Un corps sans vie, un corps abandonné, un corps qui portait les marques d'une violence inouïe. L'autopsie sera formelle et sans appel. Olivia avait été étranglée. Son petit ami est convoqué par la police judiciaire. Il leur remet tout. Les messages, la localisation, les captures d'écran, tout ce qu'il avait conservé, tout ce qu'Olivia lui avait envoyé ce jour-là. Les enquêteurs prennent tout. Ils notent tout. Ils promettent de faire leur travail. Et puis, plus rien. Le silence de la justice s'installe comme une nuit sans fin. La famille attend 1 semaine, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 3 ans sans réponse, 3 ans sans justice, 3 ans sans vérité. Et pendant ces 3 longues années, la famille d'Olivia a souffert doublement. D'abord le deuil, cette douleur sourde et permanente de perdre un être cher dans des circonstances aussi violentes, aussi inexpliquées. Et ensuite l'injustice, cette sensation insupportable que la vie de leur fille, de leur sœur, ne valait pas suffisamment pour que quelqu'un se lève et cherche la vérité. Les enquêteurs avaient même refusé de remettre à la famille les affaires personnelles d'Olivia retrouvées avec son corps. Son téléphone, ses effets, tout avait été confisqué, comme si la famille n'avait pas le droit de pleurer dignement. Au début, la famille ne savait pas vers qui se tourner. Les indices existaient, mais le coupable restait dans l'ombre. On murmurait, on supposait. Certains parlaient de rituels, de sacrifices, de forces occultes. Dans les quartiers populaires d'Abidjan, quand une jeune femme meurt dans des circonstances aussi troubles, les esprits s'emballent, les théories se multiplient. Mais la famille refusait de se perdre dans les suppositions. Elle voulait des faits, elle voulait un nom, elle voulait la vérité. Et c'est un événement inattendu qui allait tout changer. Lors des lives organisés autour de l'affaire Médine, une autre affaire qui secouait les réseaux sociaux ivoiriens, quelque chose de remarquable s'est produit. Des femmes ont commencé à témoigner. Des femmes qui, depuis des années, gardaient leur histoire enfouie au fond d'elles-mêmes, trop effrayées pour parler, trop seules pour se battre. Et parmi ces témoignages, une capture d'écran a circulé, une rediffusion. Une femme qui racontait une histoire qui ressemblait étrangement à celle d'Olivia. La famille a reconnu des détails que seuls les proches pouvaient en reconnaître. Et c'est comme ça que le dossier Olivia a été rouvert. Pas par la justice, pas par la police, par le courage de simples citoyens qui refusaient d'oublier. Le petit frère d'Olivia a décidé de parler.
Ce soir, il est là, à visage découvert, la voix chargée d'émotions mais ferme. Il s'est tourné vers le général Makosso, vers Brio, vers tous ceux qui pouvaient porter sa voix plus loin que ses propres forces ne le lui permettaient. Parce que seul il ne pouvait rien. Mais ensemble, avec l'audience, avec le public ivoirien, peut-être que cette fois, la justice allait enfin ouvrir les yeux. Et puis, il y a eu ce témoignage qui a figé tout le monde. Une femme dont la grande sœur travaillait directement avec le suspect. Pas une rumeur, pas une supposition. Quelqu'un qui était là, quelqu'un qui avait vu. Elle parle à visage découvert, avec son profil, avec son identité visible. Elle ne se cache pas. Elle n'a plus peur. Ou plutôt, elle a plus peur de se taire que de parler. Elle raconte. Sa sœur travaillait dans cet institut, dans cette petite clinique privée, installée dans une maison à Yopougon. Le genre d'endroit qui ne ressemble à rien de l'extérieur, mais qui à l'intérieur cache des secrets que personne ne devrait jamais avoir à découvrir. Ce jour-là, sa sœur avait terminé son travail. Elle avait fermé, rangé, toute mise en ordre comme à son habitude. Et avant de partir, elle s'était rendue chez le praticien, dans sa résidence personnelle, pour lui remettre les clés ou régler un détail administratif. Elle frappe à la porte s'ouvre, et ce qu'elle voit la cloue sur place. L'homme est devant elle, en sueur, le souffle court, comme quelqu'un qui vient de se battre, comme quelqu'un qui vient de lutter avec une force qu'il ne maîtrisait plus. Et sur lui, sur ses vêtements, il y a du sang. Et par terre, visible depuis le seuil de la porte, des chaussures de femme, des chaussures qu'elle avait déjà vues ce jour-là, des chaussures qui appartenaient à une jeune femme qui était venue pour une séance. Une jeune femme qui était entrée dans cet endroit et qui n'était jamais ressortie par la grande porte. La sœur détourne le regard. Elle se dit que c'est son travail, qu'il opère, qu'il travaille, qu'il y a peut-être eu une complication médicale. Elle repart. Elle essaie d'oublier. Mais 2 jours plus tard, les nouvelles tombent. On a retrouvé le corps d'une jeune femme à Haïto. Et quand la photo circule, quand le visage apparaît sur les écrans, la sœur reconnaît les chaussures. Elle reconnaît la femme. C'est elle. C'est la même. Ce témoignage, mes chers auditeurs, n'est pas une rumeur de quartier. Ce n'est pas une histoire inventée pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. C'est une femme qui parle avec son vrai visage, son vrai profil, son vrai commerce visible derrière elle. Une femme qui sait que parler lui coûtera peut-être quelque chose. Parce que oui, des menaces ont déjà été proférées. Le petit frère d'Olivia l'a confirmé ce soir. Il a reçu des appels menaçants depuis un numéro français, lui demandant de retirer ses vidéos, de se taire, d'oublier. Un numéro étranger, une pression venue de loin, comme si quelqu'un, quelque part, savait que la vérité était sur le point d'éclater. Mais la famille n'en a pas reculé. Le petit frère n'a pas reculé. Et ce soir, le général Makosso lui-même a pris la parole pour dire ce que beaucoup pensaient tout bas. Ces témoignages sont glaçants. La justice ivoirienne doit se pencher sérieusement sur ce dossier. Nous ne jouerons pas avec cette affaire. 5 jours sans sommeil, a-t-il confié, et pourtant il était là, debout, combatif, refusant que cette histoire soit enterrée une seconde fois. Parce que c'est ça le vrai scandale dans cette affaire. Pas seulement le crime présumé, mais l'enterrement du dossier. La plainte déposée par la maman d'Olivia il y a 3 ans. Une plainte qui n'a mené nulle part. Des enquêteurs qui ont pris le téléphone, pris les affaires, promis de chercher et puis disparu dans le silence administratif. Pendant 3 ans, une mère a attendu qu'on lui dise comment sa fille est morte. Pendant 3 ans, un frère a porté cette douleur sans réponse. Pendant 3 ans, un petit ami a vécu avec les derniers mots d'Olivia gravés dans sa mémoire. Je te rappelle quand je me réveille. Elle ne s'est jamais réveillée. Ce soir, l'affaire Olivia sort de l'ombre. Ce soir, des noms circulent, des preuves sont présentées, des témoignages s'accumulent. Et comme l'a dit le général Makosso avec une gravité qui ne laisse aucun doute, quand vous avez 10-15 témoignages qui vont dans le même sens, ça devient une alerte maximale. On est dans le rouge. La question n'est plus de savoir si la justice ivoirienne va rouvrir ce dossier. La question est de savoir combien de temps elle va encore faire semblant de ne pas entendre. Olivia mérite la vérité. Sa famille mérite la vérité. Et la Côte d'Ivoire mérite une justice qui ne dort pas, quand les pauvres crient. Ce combat ne fait que commencer. Ce soir, la Côte d'Ivoire pleure un artiste que beaucoup n'ont pas su aimer de son vivant. Et comme il l'avait chanté lui-même, les hypocrites sont venus commenter. Les photos se promènent, le continent commence à se souvenir, trop tard, comme toujours. La cause exacte de sa mort,
Les autorités et sa famille n'ont pas encore tout dit. Restez avec nous. La vérité arrive. Nous continuons. Parce que cette histoire n'est pas terminée. Parce que derrière chaque témoignage, il y a une autre femme qui tremble. Derrière chaque silence, il y a une autre famille qui attend. Restez avec nous. Ce que vous allez entendre va vous bouleverser. Il faut revenir en arrière. Il faut comprendre comment on en est arrivé là. Comment une affaire classée sans suite pendant 3 longues années a pu ressurgir avec une telle violence, avec une telle précision, avec autant de détails accablants. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard quand la vérité finit par remonter à la surface. C'est toujours le fruit d'un courage silencieux qui a mûri dans l'ombre, loin des caméras, loin des applaudissements, dans la solitude des nuits sans sommeil et des larmes sans témoin. Revenons donc au commencement, pas au 1er avril 2023. Encore plus loin. Revenons à ce que personne ne voulait voir. Revenons à ce système qui a permis que tout cela soit possible. Abidjan est une ville extraordinaire. Une ville vibrante, créative, généreuse, pleine d'une énergie que peu de métropoles africaines peuvent égaler. Mais Abidjan est aussi une ville où les inégalités creusent des fossés profonds entre ceux qui ont accès aux soins de qualité et ceux qui doivent se tourner vers des structures informelles, des cliniques privées non réglementées, des praticiens dont les diplômes n'ont jamais été vérifiés par aucune autorité compétente. Des endroits qui promettent la beauté, la santé, la transformation. Des endroits qui attirent les femmes par milliers. Des femmes qui veulent juste prendre soin d'elles. Des femmes qui font confiance parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. C'est dans ce vide réglementaire, dans cette zone grise entre le légal et l'illégal, que certains individus ont trouvé un terrain de chasse idéal. Des hommes qui se présentent comme des professionnels de santé. Des hommes qui ont des cabinets, des instruments, un vocabulaire médical suffisamment convaincant pour endormir la méfiance. Des hommes qui savent exactement quelle femme cibler, comment l'approcher, comment la mettre en confiance, comment la faire entrer dans leur espace et comment s'assurer qu'elle ne puisse plus parler. Ce portrait, mes chers auditeurs, n'est pas une fiction. Ce portrait correspond précisément à ce que les témoignages de ce soir ont décrit. Et ce qui est terrifiant, ce qui devrait nous empêcher de dormir cette nuit, c'est que ce portrait n'est pas unique. Ce n'est pas un cas isolé. Plusieurs femmes ont parlé. Plusieurs femmes ont dit la même chose. Plusieurs femmes ont décrit les mêmes méthodes, les mêmes lieux, les mêmes circonstances. Et pourtant, pendant tout ce temps, cet homme continuait. Continuait à recevoir des clientes, continuait à opérer, continuait à vivre normalement pendant que des familles pleuraient. Comment est-ce que c'est possible? Comment une telle chose est-elle possible dans un pays qui a des lois, des tribunaux, une police judiciaire? La réponse est douloureuse, mais elle doit être dite. Parce que dans certains milieux, dans certaines sphères, le nom, les relations, l'argent créent une protection invisible, mais terriblement efficace. Parce que quand une famille modeste dépose une plainte, elle ne dispose pas des mêmes ressources qu'un homme bien connecté pour faire avancer les choses. Parce que la justice, quand elle n'est pas surveillée, quand personne ne la regarde, peut choisir de fermer les yeux. Et c'était exactement ce qui s'est passé avec Olivia. La maman d'Olivia a fait ce que toute mère aurait fait. Elle a pris son courage à 2 mains, elle est allée déposer une plainte, elle a fourni tous les éléments dont elle disposait, elle a attendu que la machine judiciaire fasse son travail. Mais la machine ne s'est pas mise en marche, ou plutôt, elle a semblé démarrer, elle a semblé s'activer, et puis elle s'est arrêtée, sans explication, sans raison officielle, sans même la décence d'informer la famille de l'état d'avancement de l'enquête. Pire encore, les affaires personnelles d'Olivia retrouvées avec son corps n'ont jamais été restituées à sa famille, son téléphone, ses effets personnels, tout ce qui aurait pu permettre à ses proches de faire leur deuil dignement. Tout cela a été gardé par les enquêteurs sans jamais être rendu. Imaginez que vous perdez votre enfant dans des circonstances aussi tragiques et que les derniers objets qui lui appartenaient, les dernières traces matérielles de son existence vous soient refusées. Imaginez cette douleur supplémentaire, cette humiliation silencieuse ajoutée au deuil. C'est ce que la famille d'Olivia a vécu pendant 3 ans. Mais la vérité, comme l'eau, finit toujours par trouver une fissure. Il y a quelques semaines, dans un contexte complètement différent, lors d'un live consacré à une autre affaire, une femme a pris la parole. Une femme ordinaire, pas une journaliste, pas une militante connue, juste une femme qui en avait assez de se taire. Elle a commencé à raconter une histoire qui, au fur et à mesure qu'elle se déroulait, faisait écho à des détails que seuls les proches d'Olivia pouvaient en reconnaître, des détails précis, des détails vérifiables, des détails que personne n'aurait pu inventer. La capture d'écran de ce témoignage a circulé.
Elle est arrivée jusqu'au petit frère d'Olivia. Et c'est là que tout a basculé. C'est là que ce jeune homme, qui portait depuis 3 ans le poids de cette injustice sur ses épaules, a décidé que le silence n'était plus une option. Il a rassemblé tout ce qu'il avait, les messages de l'ancien petit ami, les captures d'écran, les témoignages, la localisation envoyée par Olivia ce jour-là. Et il est allé chercher de l'aide là où il pensait pouvoir être entendu. Il est allé vers ceux qui avaient une voix, une audience, un micro capable de porter son combat au-delà de ses propres forces. Il est allé vers Brio, il est allé vers le général Makosso. Et ce soir, en direct, devant des milliers de personnes, il a tout dit. Mais il n'était pas seul. Parce que dans cette affaire, la solidarité s'est manifestée d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Une autre femme est venue témoigner. Une femme dont l'identité est vérifiable, dont le visage est visible, dont le commerce est affiché derrière elle comme une preuve supplémentaire de son sérieux et de sa sincérité. Sa grande sœur travaillait avec le suspect. Elle avait donc une connaissance directe, intime, de ce qui se passait dans cet endroit. Et ce qu'elle a raconté dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer. Elle a parlé des habitudes de cet homme, de la façon dont il recevait les femmes, de la façon dont certaines arrivaient et ne repartaient pas comme elles étaient venues. Elle a parlé de ce qu'elle avait vu, de ce que sa sœur lui avait raconté, de cette atmosphère particulière qui régnait dans cet endroit et qui aurait dû alerter tout le monde bien plus tôt. Elle a parlé du sang, elle a parlé des chaussures, elle a parlé de cette porte qui s'était ouverte sur quelque chose d'innommable. Et puis elle a dit quelque chose qui a fait basculer l'ambiance du live. Dans un silence pesant, elle a dit que ce n'était pas la première fois, que d'autres femmes étaient passées par là, que certaines étaient revenues, traumatisées, incapables de parler, que d'autres avaient disparu dans le silence, soit parce qu'elles avaient peur, soit parce qu'elles n'avaient personne vers qui se tourner, soit parce qu'elles savaient, au fond d'elles-mêmes, que personne ne les croirait. Ce témoignage, mes chers auditeurs, soulève une question fondamentale. Combien de femmes ont traversé ce cabinet, cet appartement, cet endroit qui se déguisait en lieu de soins? Combien ont vécu ce qu'Olivia a vécu? Combien ont eu la chance de sortir vivantes, mais portent encore les cicatrices de cette expérience? Et combien, comme Olivia, ne sont jamais rentrées chez elles? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Ces questions exigent des réponses. Et ces réponses ne peuvent venir que d'une seule source, la justice. Le général Makosso a été très clair sur ce point. Il a rappelé quelque chose d'essentiel que nous avons parfois tendance à oublier dans la fièvre des réseaux sociaux et des lives. Le rôle des journalistes, des influenceurs, des animateurs de live n'est pas de se substituer à la justice. Leur rôle est d'apporter des éléments, d'éclairer, de donner une voix à ceux qui n'en ont pas, de créer une pression citoyenne suffisamment forte pour que les institutions ne puissent plus faire semblant de ne pas entendre. Mais il a aussi mis en garde contre les dérapages, contre la tentation de transformer un live en tribunal populaire, contre le danger de citer des noms sans avoir vérifié, sans avoir contacté la personne concernée, sans lui avoir donné la possibilité de répondre. Parce que dans cette ville, dans ce pays, une information peut voyager à une vitesse terrifiante. Un nom peut être détruit en quelques heures. Une vie peut être brisée avant même que la vérité ait le temps de se manifester. Les gens veulent en voir le sang, a-t-il dit. Et il avait raison. Les réseaux sociaux ont une soif insatiable de drama, de révélations, de chutes spectaculaires. Et parfois, dans cette course au sensationnel, des innocents sont emportés. Des noms sont mêlés à des affaires qui ne les concernent pas. Des carrières sont détruites sur la base de rumeurs. Des familles sont brisées par des accusations non vérifiées. C'est pour cette raison que le général Makosso a insisté sur la méthode. Avant de prononcer un nom en public, vérifier, contacter, donner la parole, construire un dossier solide. Parce que le combat pour la justice ne peut pas se faire avec les mêmes armes que l'injustice. Le combat pour la vérité ne peut pas utiliser le mensonge comme carburant. Et pourtant, dans le cas d'Olivia, les éléments sont là. Les témoignages convergent, les preuves s'accumulent. La localisation envoyée par Olivia à son petit ami correspond au lieu de travail du suspect. Les chaussures identifiées par la sœur de l'employé correspondent à la victime. La chronologie des événements correspond. Tout correspond. Ce qui ne correspond pas, c'est l'absence de réaction judiciaire pendant 3 ans. Ce qui ne correspond pas, c'est qu'un homme contre qui s'accumulent autant de témoignages graves puisse continuer à exercer, à vivre, à aller et venir librement pendant que la famille d'Olivia attend dans la douleur. Ce qui ne correspond pas, c'est que des menaces aient pu être proférées contre le petit frère d'Olivia sans que personne ne soit inquiété. Un numéro français, un appel international,
Une pression venue de loin pour faire taire un frère qui voulait juste savoir comment sa sœur est morte. Ce détail seul devrait suffire à ouvrir une enquête. Ce détail seul devrait alerter les autorités compétentes sur la gravité de ce dossier. Parce que quand on menace les proches d'une victime pour qu'ils se taisent, ce n'est pas le comportement d'un innocent. C'est le comportement de quelqu'un qui a quelque chose à cacher. C'est le comportement de quelqu'un qui sait que la vérité, si elle éclate, l'emportera avec elle. Le général Makosso a dit une phrase ce soir qui restera gravée dans les mémoires de tous ceux qui l'ont entendue. Aujourd'hui, nous jouons un grand rôle. Nous apportons des éléments complémentaires à l'émanation de la vérité. Et il a ajouté, avec cette gravité qui lui est propre, que quand on accumule 10-15 témoignages qui vont dans le même sens, on est en état d'alerte maximale. On est dans le rouge. Nous sommes dans le rouge ce soir. Et il y a quelque chose d'autre dont il faut parler. Quelque chose qui touche à la responsabilité collective. Pas seulement celle des institutions, pas seulement celle de la justice, mais la nôtre. La responsabilité de chacun d'entre nous qui vivons dans cette ville, dans ce pays, dans cette communauté. Combien de fois avons-nous entendu des rumeurs sur des comportements suspects et nous avons regardé ailleurs? Combien de fois avons-nous vu des femmes dans des situations qui nous semblaient étranges et nous avons préféré ne pas nous mêler de ce qui ne nous regardait pas? Combien de fois avons-nous choisi le confort du silence plutôt que l'inconfort de la vérité? Olivia n'est pas morte parce qu'une seule personne a commis un crime. Olivia est morte aussi parce que tout un système a permis que ce crime soit possible. Un système où les cliniques non réglementées prolifèrent sans contrôle. Un système où les femmes qui cherchent des soins esthétiques sont parfois contraintes de se tourner vers des structures douteuses, faute d'alternatives accessibles. Un système où la plainte d'une famille modeste peut être enterrée sans que personne ne s'en offusque. Un système où celui qui a de l'argent et des relations dort tranquille pendant que ses victimes attendent justice. Ce système doit changer. Et ce changement commence ce soir. Il commence avec le courage du petit frère d'Olivia. Il commence avec le témoignage de cette femme à visage découvert. Il commence avec la voix du général Makosso, qui refuse que cette affaire soit oubliée une deuxième fois. Il commence avec chacun d'entre vous qui regardez, qui écoutez, qui partagez, qui refusez de laisser le silence gagner encore une fois. Justice pour Olivia n'est pas un slogan. C'est une exigence morale, une exigence citoyenne, une exigence humaine. Une jeune femme est entrée dans un endroit pour prendre soin d'elle. Et elle n'est jamais rentrée chez elle. Sa mère attend depuis 3 ans. Son frère a reçu des menaces pour avoir osé chercher la vérité. Son ancien petit ami vit avec les derniers mots qu'elle lui a adressés gravés à jamais dans sa mémoire. Cette histoire n'est pas terminée. Elle ne peut pas se terminer sans que justice soit rendue. Et ce soir, avec tous les témoignages qui ont été présentés, avec toutes les preuves qui ont été mises sur la table, la justice ivoirienne n'a plus aucune excuse pour rester silencieuse. Le dossier est ouvert. Les yeux sont braqués. Le public est là. Des milliers de personnes qui ont entendu, qui ont vu, qui savent. Et dans ce pays, comme dans tous les pays du monde, la pression citoyenne, quand elle est suffisamment forte, quand elle est suffisamment organisée, quand elle refuse de se laisser décourager, finit par faire bouger les choses. Nous serons là pour suivre cette affaire. Nous serons là pour vous informer de chaque développement, de chaque rebondissement, de chaque avancée ou de chaque blocage, parce que c'est notre rôle, parce que c'est notre responsabilité. Olivia, il y a d'autres visages, d'autres noms, d'autres histoires que personne n'a encore osé raconter. Ce soir, nous allons là où la vérité fait mal, là où le silence a trop longtemps protégé les coupables. Restez avec nous. Il y a une chose que les affaires comme celle d'Olivia nous apprennent systématiquement, une chose que nous refusons d'admettre parce qu'elle est trop lourde à porter, trop inconfortable à regarder en face. Cette chose, la voici. Quand un prédateur sévit pendant des années sans être inquiété, ce n'est jamais parce qu'il était invisible. C'est parce que trop de gens ont choisi de ne pas voir. Ce soir, nous allons parler de ceux qui ont choisi de ne pas voir. Nous allons parler du système. Nous allons parler de cette chaîne invisible de silence complice qui permet à des hommes dangereux de continuer à opérer, à continuer à nuire, à continuer à détruire des vies pendant que la société regarde ailleurs. Mais avant cela, revenons sur quelque chose d'essentiel. Quelque chose qui a été dit ce soir et qui mérite qu'on s'y attarde longuement. Le général Makosso a évoqué la question de la responsabilité des personnalités publiques dans ce genre d'affaires. Et cette question était fondamentale. Elle touche à quelque chose que beaucoup d'entre nous, dans notre quotidien connecté,
dans notre vie de spectateurs des réseaux sociaux, n'avons jamais vraiment pris le temps de mesurer. Nous vivons dans une époque où l'influence est devenue une monnaie, où le nombre d'abonnés détermine la valeur marchande d'une personne, où les partenariats commerciaux pleuvent sur ceux qui ont une audience suffisamment large pour faire vendre des artistes, des influenceurs, des animateurs, des personnalités diverses dont le seul point commun est d'avoir réussi à capter l'attention d'un public suffisamment large pour intéresser des annonceurs, des promoteurs, des vendeurs de rêves en tout genre. Et dans ce système, une question se pose avec une acuité particulière dans le contexte de l'affaire qui nous occupe ce soir. Quelle est la responsabilité d'un artiste, d'un influenceur, d'une personnalité publique qui fait la promotion d'un produit, d'un service, d'une personne qui s'avère ensuite être impliquée dans des actes criminels? Est-ce que le fait d'avoir prêté son image, sa voix, sa notoriété à quelqu'un de dangereux fait de vous un complice? Ou êtes-vous simplement une victime supplémentaire d'une manipulation habile? Le général Makosso a pris un exemple très parlant. Il a parlé de ces femmes qui ont été utilisées comme témoins de satisfaction pour attirer d'autres femmes dans le piège. Des femmes qui, de bonne foi, ont partagé leur expérience positive, ont dit que tout s'était bien passé, que les résultats étaient au rendez-vous. Ces femmes ne savaient pas. Ces femmes n'avaient pas de raison de douter. Et pourtant, sans le savoir, elles sont devenues des rouages dans une machine criminelle. C'est le mécanisme classique de la manipulation. C'est ce que font les escrocs, les prédateurs, les manipulateurs de tout acabit. Ils construisent une façade de crédibilité. Ils accumulent les témoignages positifs. Ils créent une apparence de normalité si convaincante que même les gens les plus vigilants peuvent se laisser prendre. Et derrière cette façade soigneusement entretenue, ils opèrent, ils choisissent leurs victimes. Ils agissent et ils continuent, confortés par leur impunité apparente. Mais il y a quelque chose que ces hommes-là ne prévoient pas toujours. Ils ne prévoient pas le courage d'une sœur qui a vu quelque chose et qui décide, 3 ans plus tard, de parler. Ils ne prévoient pas la détermination d'un frère qui refuse que la mort de sa sœur reste sans réponse. Ils ne prévoient pas la puissance des réseaux sociaux quand ils sont utilisés non pas pour divertir, mais pour révéler, pour exposer, pour mettre en lumière ce que certains voudraient garder dans l'obscurité. Et c'est précisément ce qui se passe ce soir. Mais parlons maintenant d'un autre aspect de cette affaire. Un aspect qui, dans le tumulte des témoignages et des révélations, risque de passer inaperçu, mais qui est pourtant crucial pour comprendre l'ampleur de ce à quoi nous sommes confrontés. Parlons des menaces. Le petit frère d'Olivia a reçu des appels depuis un numéro français, un numéro étranger. Une voix qui lui demandait de retirer ses vidéos, de se taire, d'arrêter. Ces menaces sont un aveu. Dans le monde judiciaire, on dit souvent que le comportement d'un suspect, après les faits, est aussi révélateur que les faits eux-mêmes. Quelqu'un qui n'a rien à se reprocher ne menace pas les proches d'une victime. Quelqu'un qui n'a rien à cacher ne cherche pas à faire disparaître des vidéos qui parlent de lui. Ces menaces révèlent quelque chose d'autre également. Elles révèlent que quelqu'un suit de très près ce qui se passe sur les réseaux sociaux ivoiriens depuis l'étranger. Quelqu'un qui a des moyens suffisants pour obtenir un numéro étranger, pour organiser une pression à distance, pour tenter de contrôler un récit qui lui échappe. Ce profil, mes chers auditeurs, n'est pas celui d'un homme ordinaire pris de panique. Ce profil est celui de quelqu'un d'organisé, de méthodique, de quelqu'un qui a l'habitude de gérer ce genre de situation. Et cette habitude-là ne s'acquiert pas en une seule fois. Cette habitude-là se construit au fil des années, au fil des affaires étouffées, au fil des plaintes enterrées, au fil des victimes réduites au silence les unes après les autres. Combien de fois ce scénario s'est-il répété? Combien de femmes ont reçu des menaces similaires et ont choisi de se taire parce qu'elles n'avaient pas la force, les ressources ou le soutien nécessaire pour tenir bon face à cette pression? Combien de familles ont baissé les bras non pas parce qu'elles voulaient abandonner, mais parce que la machine de l'intimidation avait fait son travail? Ces questions ne sont pas abstraites. Ces questions ont des réponses. Et ces réponses se trouvent peut-être chez des femmes qui, ce soir, en regardant ce live, en entendant les témoignages qui se succèdent, se reconnaissent. Des femmes qui ont vécu quelque chose de similaire et qui jusqu'ici n'avaient trouvé ni la force ni l'espace pour parler. À ces femmes, ce soir, nous voulons dire quelque chose. Vous n'êtes pas seuls. Ce que vous avez vécu n'est pas de votre faute. La honte ne vous appartient pas. La honte appartient à ceux qui vous ont fait du mal. Et si vous avez une histoire à raconter, si vous avez un témoignage à apporter, si vous avez un détail qui pourrait aider à faire avancer la vérité, alors sachez que des gens sont prêts à vous écouter. Des gens sont prêts à vous protéger. Des gens sont prêts à se battre à vos côtés.
Parce que c'est ça aussi le rôle des médias citoyens dans une société comme la nôtre. Pas seulement informer, pas seulement révéler, mais créer un espace de parole pour ceux que le système officiel a abandonnés. Créer une tribune pour ceux dont la voix ne porte pas naturellement assez loin pour être entendue des institutions. Parlons maintenant d'un autre élément qui a émergé ce soir et qui mérite une attention particulière. Parlons de la question des partenariats et de la responsabilité des personnalités publiques dans ce genre d'affaires. Le général Makosso a pris un exemple très concret. Il a parlé de ces situations où un influenceur, un artiste, une personnalité publique fait la promotion d'un service ou d'un produit en toute bonne foi et se retrouve ensuite mêlé, malgré lui, à un scandale qu'il n'avait pas anticipé. Il a parlé de la différence entre la responsabilité morale et la responsabilité légale. Il a dit clairement que faire de la publicité pour quelque chose ne fait pas automatiquement de vous un complice si ce quelque chose s'avère être impliqué dans des actes répréhensibles. Mais il a aussi dit quelque chose de plus nuancé et de plus important. Il a dit que dans ce milieu, dans ce monde des réseaux sociaux et des lives, la vigilance doit être permanente, que la popularité est une responsabilité, que quand on a une audience de milliards de personnes, chaque parole prononcée, chaque nom cité, chaque affirmation faite a un poids considérable. Un poids qui peut construire ou détruire en quelques secondes. Et c'est là que se trouve le cœur du débat, que ce soir a ouvert. Parce que nous sommes à un moment charnière dans l'histoire des médias ivoiriens. Nous sommes à un moment où les lives, les chaînes YouTube, les pages Facebook sont devenus de véritables médias. Des médias qui touchent parfois plus de monde que les télévisions et les radios traditionnelles. Des médias qui informent, qui influencent, qui façonnent l'opinion publique avec une puissance que leurs créateurs eux-mêmes ne mesurent pas toujours pleinement. Et avec cette puissance vient une responsabilité nouvelle. Une responsabilité que nos écoles de journalisme n'ont pas encore appris à enseigner. Parce que ce phénomène est trop récent, trop mouvant, trop difficile à encadrer dans des règles fixes. Une responsabilité que chaque créateur de contenu doit apprendre sur le terrain, parfois à ses dépens, parfois au détriment de personnes innocentes citées trop vite, trop légèrement, sans les précautions nécessaires. Brio a reconnu ce soir qu'il était en train de faire son apprentissage dans ce domaine. Il a reconnu que dans la fièvre du moment, dans l'émotion du live, il avait parfois laissé des choses se dire qui auraient mérité davantage de vérification. Et cette honnêteté-là est précieuse. Cette capacité à reconnaître ses propres limites, à accepter la critique constructive d'un aîné, à vouloir progresser et s'améliorer, c'est ce qui distingue un vrai acteur du changement d'un simple chasseur de buzz. Le général Makosso l'a dit avec bienveillance, mais avec clarté. Tu es en train de faire ton expérience. C'est dans ça que tu vas commettre tes erreurs. C'est dans ça que tu vas devenir quelqu'un d'aguerri. Ces mots résonnent comme une leçon universelle, pas seulement pour Brio, pour tous ceux qui, dans ce pays et ailleurs sur le continent, utilisent les outils numériques pour informer, dénoncer, révéler. L'expérience ne s'achète pas. Elle se vit. Elle se construit dans les erreurs acceptées, dans les corrections faites publiquement, dans la volonté de faire mieux la prochaine fois. Et ce soir, devant des milliers de témoins, Brio a montré qu'il était capable d'écouter, d'apprendre, de grandir. C'est une qualité rare dans un monde où l'ego prend souvent le dessus sur la lucidité. Mais revenons à l'essentiel. Revenons à Olivia. Parce que dans toute cette réflexion sur la méthode, sur la responsabilité, sur la prudence nécessaire, il ne faut jamais perdre de vue le visage humain de cette affaire. Il ne faut jamais perdre de vue qu'au cœur de tout cela, il y a une jeune femme qui est morte. Une jeune femme qui avait une vie, des projets, des amours, des rêves. Une jeune femme qui a envoyé une localisation à son petit ami parce qu'elle avait peur et qui méritait que cette peur soit entendue, que ce signal d'alarme soit pris au sérieux. Olivia n'était pas un dossier. Olivia n'était pas un cas. Olivia était une personne avec un prénom, avec un visage, avec des gens qui l'aimaient et qui l'attendent encore, 3 ans après, dans la douleur d'une justice qui ne vient pas. Et c'est pour cette raison que ce combat doit continuer. Pas pour le buzz, pas pour les vues, pas pour les abonnés, mais pour elle, pour sa mémoire, pour sa famille, pour toutes les femmes qui, après elle, pourraient traverser la même chose si cet homme reste libre, si ce dossier reste fermé, si la justice continue de dormir. Il y a une phrase que j'ai entendue ce soir et qui m'a profondément marquée. Une phrase simple, dite par le petit frère d'Olivia, avec cette voix jeune et brisée de quelqu'un qui porte un poids trop lourd depuis trop longtemps. Il a dit « On a décidé de réveiller le dossier, comme si la vérité dormait,
comme si la justice était endormie et qu'il suffisait de frapper assez fort, assez longtemps, assez courageusement pour la réveiller. Cette image est à la fois poétique et déchirante. Elle dit tout sur ce que vivent les familles des victimes dans ce pays quand elles se heurtent à l'indifférence des institutions. Elle dit tout sur cette solitude particulière de ceux qui réclament justice et à qui le système répond avec le silence. Mais elle dit aussi quelque chose d'autre. Elle dit que la famille d'Olivia n'a pas abandonné. Elle dit que 3 ans de silence n'ont pas eu raison de leur détermination. Elle dit que l'amour d'un frère pour sa sœur est plus fort que la peur des menaces, plus fort que l'épuisement du combat, plus fort que l'indifférence de ceux qui auraient dû agir depuis longtemps. Et ce soir, cette détermination a trouvé une caisse de résonance. Ce soir, des milliers de personnes ont entendu. Des milliers de personnes ont vu les captures d'écran, les messages, les témoignages. Des milliers de personnes savent maintenant ce qui s'est passé ce 1er avril 2023 à Yopougon. Et ces milliers de personnes sont désormais des témoins qui ne peuvent plus prétendre ne pas savoir. Cette responsabilité collective est notre meilleure arme contre l'impunité. La justice ivoirienne doit comprendre quelque chose ce soir. Elle doit comprendre que l'ère du silence protecteur est terminée. Elle doit comprendre que les réseaux sociaux, les lives, les chaînes YouTube ne sont pas des ennemis de la justice, mais des partenaires involontaires de la vérité. Elle doit comprendre que quand des milliers de citoyens ont les yeux fixés sur un dossier, quand des milliers de voix réclament des comptes, il n'est plus possible de laisser une plainte mourir dans un tiroir. Le dossier Olivia doit être rouvert. Officiellement, sérieusement, avec les moyens que la gravité des témoignages recueillis ce soir exige. Chaque témoignage doit être enregistré, analysé, croisé avec les éléments déjà en possession des enquêteurs. La localisation envoyée par Olivia à son petit ami doit être vérifiée une nouvelle fois. Les menaces reçues par son frère doivent faire l'objet d'une enquête séparée. Et ceux qui ont choisi d'enterrer ce dossier il y a 3 ans doivent rendre des comptes sur les raisons de ce choix. Parce que l'impunité ne protège jamais qu'un seul homme. L'impunité protège un système. Et tant que ce système sera en place, d'autres Olivia se lèveront un matin, enverront une localisation à quelqu'un qu'elles aiment et ne rentreront jamais chez elles. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne devons pas accepter ça. Ce soir, la Côte d'Ivoire a une chance de montrer que sa justice peut se réveiller quand ses citoyens le lui demandent assez fort. Une chance de montrer que la vie d'une jeune femme de Yopougon vaut autant que celle de n'importe qui d'autre. Une chance de montrer qu'Olivia n'était pas seule et qu'elle ne le sera jamais.